Donc c'est bon, je peux commencer. Bonsoir Sophie. Bonsoir tout le monde. Ça fonctionne? Alors, je me présente à ceux qui ne m'ont pas vu. Je m'appelle Sophie. Je suis venue de Sibérie orientale. C'est très très loin, c'est en Russie, côté frontière avec la Chine. Sibérie orientale fait partie de la Sibérie. Voilà, c'est un grand territoire là-bas, plus foncé. C'est un territoire asiatique de la Russie depuis le fleuve initié, cela, jusqu'aux crêtes du Bessin versant le long de l'océan Pacifique à l'est. Voilà, moi j'habite une ville qui se situe près du lac Baïkal. La ville d'Irkoutsk est située sur les rives de l'Angara. C'est le seul fleuve qui prend sa source dans le lac. On estime que plus de 300 fleuves et ruisseaux s'y jettent. Donc cela veut dire que c'est le lac. Il y a 300 ruisseaux et fleuves qui jettent là. Et un seul fleuve, Angara, qui prend sa source du lac. Pour moi, étant un habitant d'Irkoutsk, le lac fait partie de l'identité culture de ma région. Le lac Baïkal a toujours été une source de légendes, de chansons, d'inspiration de... Oh, voilà, c'est Irkoutsk, c'est ma ville natale. Oui, mais on voit pas parce que t'es devant. Désolée. Je m'excuse, hein. Comme ça? Ah bah c'est mieux là. C'est bon. C'est mieux comme ça? Ah bah Ok, oui. bah désolée. Elles sont ces diapos. Axel, tu peux m'aider avec le diapo? Axel, tu peux m'aider avec le diapo s'il te plaît? Il n'y a pas un truc... Si tu la raccourcis un peu... Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'une personne qui va tourner mes images. On a appuyé sur le bouton. Voilà. Il est encore plus large. Non, non, pas comme ça. Alors, oui. Mais où va se jeter ce fleuve? Pardon? Où va se jeter ce fleuve? Je ne me souviens pas, en vrai. Aucune idée, je ne me souviens pas. Surtout quand je parle français. Quand je parle russe, peut-être j'aurai la possibilité de me rappeler. Maintenant, je ne me rappelle pas. La ville d'Irkoutsk, en raison de sa situation près du lac Baïkal et son histoire particulière, notre ville est considérée comme un lieu historique et culturel important de Russie, ainsi qu'un lieu touristique unique. Pour atteindre le lac, en partant d'Irkoutsk, il faut parcourir environ 70 km. En voiture, c'est à peu près 2-3 heures. Donc, c'est pas trop loin. Et pour moi, étant habitant d'Irkoutsk, ça représente environ 23 km3 de l'eau douce, soit un volume supérieur à la réserve totale d'eau de tous les grands lacs américains. De plus, l'eau de lac Baïkal se caractérise par une transparence exceptionnelle et une faible minéralisation. Ça signifie qu'il est potable tout de suite, sans traitement supplémentaire. Une telle concentration de ressources fait du lac Baïkal non seulement un site régional, mais aussi un réservoir d'eau d'importance planétaire. Le lac Baïkal est le lac le plus profond du monde, avec une profondeur maximale de 642 mètres. À titre de comparaison, si on commençait à construire une colonne des tours d'Eiffel, pardon? 6 tours Eiffel. Si, oui, c'est presque 6 tours Eiffel, c'est la moitié de 6e tour qui apparaîtrait de l'eau si on faisait la colonne comme ça. La grande profondeur favorise la formation d'un régime particulier et lent de renouvellement de l'eau. Cela signifie que toute pollution reste longtemps
dans l'écosystème de ce site naturel. Cela, c'est grave. Selon différentes estimations, le lac Baïkal abrite plus de 2500 espèces végétales et animales, dont plus de 60% sont endémiques. Cela veut dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs sur Terre. L'ensemble de la flore et de la faune contribue à l'autorégulation de l'écosystème du lac et des zones côtières. Oui, cela c'est en russe, désolé parce que je n'ai pas trouvé les articles en français, mais il y a le nom en latin, et pour la langue française, ça doit être assez compréhensible. Ça ressemble au pavot, là. Pardon? Ça ressemble au pavot, le papavert. Oui, c'était pas bon. Et l'autre, c'est la scape. Oui, ça existe en français. Oui, c'est un coquelicot, c'est un type de coquelicot qui existe que sur le lac, les zones côtières de la On en a dans nos montagnes. Mais il y en a plein jaunes, mais cela c'est Mac Papova en russe. Et cela existe que près de Baïkal. Peut-être il y a d'autres coquelicots jaunes, j'en dis au contraire. Le jaune, c'est un pavot. C'est un pavot, le jaune. Je pense que c'est parce que c'est... Ne te laisse pas distraire. Ouais, de la... C'est le coquelicot du lac Baïkal. Alors, depuis 1996, le lac Baïkal est inscrit sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site naturel. Dans ses derniers rapports de 2023 à 2024, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qualifie son état de préoccupant en raison précisément de la pression exercée par les facteurs anthropiques. C'est la pollution, c'est bien vu? La pollution, le tourisme et le changement climatique. Le statut de site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO signifie que la préservation du lac relève non seulement de la responsabilité de la Russie, mais aussi de celle de la communauté, oui, merci, communauté internationale. Voilà. Chaque année, UNESCO et UICN publient des rapports sur l'état de conservation. Ceux-ci décrivent des menaces et formulent des recommandations à l'intention de l'État pour y remédier. Cependant, le lac Baïkal se trouve sur le territoire russe et la responsabilité principale de sa protection incombe aux autorités fédérales et régionales de la Russie. En 1999, une loi spéciale a été adoptée, la loi fédérale sur la protection du lac Baïkal, qui établit un régime juridique particulier pour le territoire naturel du Baïkal. Le long de la côté, des zones ont été délimitées avec différents régimes d'utilisation. Zone écologique centrale, zone tampon et zone d'influence atmosphérique. Dans la première, la zone écologique centrale, c'est interdit d'appliquer les activités économiques. Par exemple, c'est interdit de construire les bâtiments industriels. Néanmoins, la loi a critiqué d'être trop vague. Les experts disent que c'est trop difficile de l'appliquer à la pratique. C'est bien noté ici, c'est les facteurs affectant le bien du lac établi par UNESCO. Vous pouvez voir les systèmes de gestion qui posent le problème cadre juridique, pollution, occupation des sols et d'autres problèmes comme ça. Actuellement, un système de surveillance de la qualité d'eau et de l'état des écosystèmes se met en place. L'Institut limnologique d'Irkoutsk
est un centre scientifique de premier plan qui publie régulièrement les données sur l'état du lac. La surveillance publique est coordonnée également par Roshydromet, c'est le service fédéral d'hydrométéorologie et de surveillance environnementale. Cet organisme contrôle la composition chimique de l'eau, sa température et le niveau de pollution. Malheureusement, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, ni les nombreuses organisations ni les lois ne suffisent à sauver le Baïkal de la détérioration environnementale. Oui, vous avez beaucoup de mots. Les principaux problèmes qui menacent l'écosystème du lac sont les suivants. Non. Les rejets d'eau. C'est la pollution par les eaux usées, la pollution par les microplastiques et les déchets solides, les déchets industriels de l'usine de cellulose, changement climatique global, fluctuation du niveau de l'eau due à la régulation des centres hydroélectriques et le braconnage. On va commencer par le problème de Spirogyra. J'entends parler trop souvent que le Spirogyra, c'est un organisme l'aigle, si je prononce bien, l'algue. Que cela pose le problème en soi. C'est pas vrai. Oui, parce que cet organisme, c'est l'indication du problème. Et le problème il-même, c'est des œufs usés. Oui. Dès le milieu du XXe siècle, avec la croissance d'agglomération et le développement des infrastructures côtières, la pression sur les eaux du lac Baïkal a commencé à augmenter. Il est devenu évident que les capacités de traitement ne suffisaient pas à traiter le volume d'eau usé par les domiciles et les industries. Et le problème s'est particulièrement aggravé depuis 2011, lorsque des tapis verts comme ça, l'algue filamenteuse Spirogyra, ont commencé à apparaître. Les chercheurs ont déterminé que la cause était la pollution profonde de la zone côtière par les œufs usés, provenant souvent des fosses d'aisance non autorisées. Une étude menée dans la partie sud du lac Baïkal a relevé une pollution importante par des bactéries fécales et de concentration élevée des nitrates, nitrites, ammonium et phosphate. Cela, ces produits chimiques, ils donnent l'alimentation Spirogyra. Donc, s'il y a trop d'alimentation, il y a trop d'organismes. Et cela détruit l'équilibre du lac. Oui, l'algue devient trop abondante en raison d'un rapport excessif de nutriments. La détérioration de la qualité de l'eau s'accompagne. La réduction du benthos s'accompagne. Et l'écosystème ancien est détruit. Si j'ai pas mentionné, le lac Baïkal est le lac assez ancien. Il a 25-30 millions d'années, tandis que la plupart des lacs du monde, ils sont un peu plus jaunes. C'est 10-15 000 d'années pour les lacs, habituellement. Alors, il est actuellement prévu d'allouer des fonds à la reconstruction. Désolée, je m'inquiète un petit peu. Des installations d'épuration et la
la construction de nouvelles installations plus modernes et plus efficaces. Mais cela nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'argent, tandis que la pollution du lac continue à s'étendre. Microplastique. Oui, c'est partout, mais quand on parle de l'écosystème du lac ancien, c'est pas beaucoup plus grave, mais c'est grave aussi. Il y a des observations systématiques et il montre que depuis le début des années 2010, le plastique pollue de plus en plus des zones côtières du lac Baïkal. La croissance du tourisme, les décharges sauvages et l'insuffisance des infrastructures du lavage de traitement de déchets en sont les principaux facteurs. Même dans les zones reculées du sud et de l'est, on constate que jusqu'à 87% de plastique à l'usage unique parmi les échantillons de déchets relevés sur le rivage. Voilà. Les sources principales de pollution plastique, ce sont les emballages, comme toujours. Les fibres synthétiques, notamment celles provenant du lavage des vêtements, ainsi que les filets de pêche usagés ou abandonnés, représentent également une part importante. Le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène prédominent dans les échantillons de l'eau. Les microplastiques pénètrent dans les chaînes alimentaires, perturbant l'alimentation et réduisant le métabolisme. Ensuite, le plastique coule au fond et s'accumule sur les sédiments. Les microplastiques retiennent également à leur surface des polluants organiques persistants, par exemple les pesticides, qui pénètrent ensuite dans l'organisme des espèces aquatiques, perturbant leur équilibre hormonal et leur fonction reproductive. Ce problème est combattu de même manière que la pollution plastique dans le monde entier. Il y a les groupes écologiques qui ramassent les déchets et encouragent le recyclage, la consommation responsable et le contrôle de la décharge de déchets dans des endroits appropriés. Mais vous savez que ça ne suffit jamais. L'usine de pâte à papier de Baïkalsk. C'est une ville qui est beaucoup plus proche qu'Irkoutsk, au lac. Cette usine est déjà fermée, mais le problème persiste. La papeterie a commencé à fonctionner en 1966 sur les rives du lac Baïkal. Presque dès son lancement, elle est devenue la principale source de pollution au lac. Les rejets annuels d'eau usée atteignaient 37 à 48 millions de tonnes de rejets en 2008. Un cycle fermé de circulation de l'eau a été mis en place, limitant des rejets à 98%, mais la production de cellulose blanchie a été arrêtée et l'usine a définitivement fermé 5 années plus tard. Cependant, le problème qui persiste, c'est que plus de 6 millions de mètres cubes de déchets sont encore stockés sur les sites de l'usine, à seulement quelques centaines de mètres du Baïkal. Ils constituent une source constante de pollution de la zone côtière. Les rivières et les inondations peuvent emporter ces rejets et provoquer des rejets accidentels de substances toxiques. Il y a encore des fonds qui ont été alloués pour éliminer les décharges, et certains d'entre elles attendent toujours une solution technologique pour le faire et continuent de menacer l'environnement du lac Baïkal. Le réchauffement est un autre problème global qui quand même influence le lac de façon particulière.
le réchauffement atmosphérique dans la région du lac Baïkal a largement dépassé les taux mondiaux. Par exemple, à Irkoutsk, la température a augmenté d'environ 2,5 degrés depuis... pardon Celsius. Mais en France, c'est un c'est Celsius, donc je ne peux pas préciser. Mais c'était l'augmentation depuis 1960, alors qu'elle n'a augmenté que d'environ 1,2 degré à l'échelle mondiale. Donc c'est presque... Oui, c'est double. On observe également pardon On observe également un raccourcissement de la saison des glaces et un mincissement de la couche de glace au cours des dernières décennies. Le nombre de jours pendant lesquels le lac est recouvert complètement de glace est passé d'environ 120 jours par environ 500 jours. Et l'épaisseur de la glace a diminué de 12 à 13 cm. Voilà. Pour l'instant, il y a d'autres à faire que continuer de surveiller le lac, surveiller la température de l'eau, analyser la stabilité de l'écosystème, mais quand même, il est fort probable que le lac subisse inévitablement la disparition d'une grande partie de ses espèces endémiques en raison du réchauffement climatique. Sophie, la diapo d'avant, il y avait une manifestation. Tu peux expliquer ce que c'est pour revenir en Tu peux arrière? revenir, s'il te plaît? Oui, Là, en bas. oui, c'est une manifestation. Il y a des gens qui... Mène-le en russe. Non. Comme je sais, c'est pas une organisation, c'est juste les gens qui habitent à Baïkalsk. À Baïkalsk, cette ville. Et là, c'est écrit on a besoin de Baïkal vivant. Et là, il y a un tout petit placard comme ça. C'est écrit non à BK, c'est l'abréviation de la usine. Et oui à tourisme. Ah, ils étaient pour la fermeture alors. Non, pour la fermeture de l'usine, parce que finalement, c'est toujours l'industrie qui dit oh, ce sont les touristes qui font la plupart du problème, mais c'était l'usine qui a fait le problème. Donc c'était pour ne pas interdire le tourisme, mais à l'interdire de l'ériger les déchets de l'usine. Il y a Jean-Marie Batti au milieu, je sais pas ce qu'il fout là. Elle est là, ça va parler. Alors, vous êtes méchant. Et ce serait un mec qui viendrait avec sa cravate, qui dirait rien. Parce qu'elle est terrible depuis le début. C'est moi le matin. Non. Je suis pas sûre que vous l'appelez un français. Mais c'est juste, c'est une crevette, à vrai dire, une crevette qui habite les eaux douces, désolé. Oui. Et cela, elle est importante parce qu'elle, sa base alimentaire, c'est n'importe quoi, ce qui est dans l'eau. Et en mangeant les déchets, oui, disons, d'autres espèces et compagnie, et cette crevette nettoie, purifie le lac. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'espèces comme ça dans le lac qui nettoient, qui rend le lac plus clair. Et quand on dit qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, cela veut dire vraiment que le lac est devenu moins pur, moins douce. Doux. Est-ce que du coup vous utilisez cette espèce comme indicatrice de potabilité de l'eau? C'est possible ça. Il y a beaucoup d'indices de... Non, si vous voyez une crevette dans l'eau que vous tenez dans le main, c'est pas une bonne idée de le boire. Oui, mais si on analyse les données de quantité des organismes comme ça globalement, oui, s'il y en a plus, cela veut dire oui que l'eau est plutôt potable. On va aller plus loin. Alors, centrale hydroélectrique. C'est la raison pourquoi à Irkoutsk,
l'électricité est moins chère qu'en France. Beaucoup moins chère. Mais quand même, cette centrale cause beaucoup de problèmes environnementaux pour le lac et pour les rivières près du lac. Cette centrale a été construite sur la rivière Angara et mise en service en 1956. Et elle a été le premier. C'était le premier grand ouvrage de régulation avoir influé sur le niveau d'eau du lac Baïkal. Donc c'est la régulation artificielle du niveau de l'eau. Après le remplissage du réservoir d'Irkoutsk, le niveau du lac Baïkal a augmenté d'environ 1,4 mètres, inondant près de 138 000 hectares de territoire et obligeant environ 17 000 personnes à se déplacer. Avant la construction de la centrale, l'amplitude des niveaux dépassait rarement 80 cm, mais sous l'influence de la régulation, elle est passée à 113 cm. Les fluctuations brusques du niveau de l'eau, surtout quand elles sont combinées avec les tempêtes de fond d'automne et les conditions glaciales, causent l'érosion et la dégradation de l'écosystème de la zone côtière. De plus, la régulation artificielle du débit modifie le régime hydrologique d'autres rivières, comme la Selenga. Voici les photos. C'est l'inondation Burashi, vous dites Burashi. Je ne suis pas sûre. C'est en... Oui. On va en parler plutôt pendant les questions. Oui. Et là, c'est la rivière Selenga qui se jette au lac Baïkal. Oui. Et son régime hydrologique a été modifié, oui, merci. Et cela empêche les habitants des zones côtières de mener leur vie habituelle. C'est très difficile d'habituer la ville comme d'habitude quand vous êtes inondé. Voilà. Des efforts sont actuellement déployés pour établir un calendrier adéquat de rejet des eaux, adapté aux demandes des habitants des zones côtières et aux besoins de la centrale elle-même. Mais le système est loin d'être parfait et nécessite une régulation constante, surtout dans le contexte des problèmes environnementaux à l'échelle globale. Et le dernier problème, c'est le braconnage. Je vais expliquer. C'est bien sûr le problème qui touche tous les territoires où il y a les espèces précieuses. Mais si on parle de braconnage de l'Omoul et de phoques de Baïkal, c'est grave pour l'écosystème local. Le moule, c'est le principal espèce pêchée du lac Baïkal et il a commencé à décliner dès les années 80. Les principales raisons en sont la période soviétique. Pardon. Désolée. Les principales raisons en sont la période soviétique, durant laquelle le moule était considéré comme une espèce stratégique et pêchée en grande échelle, ainsi que la détérioration des conditions et reproduction dans les affluents du Baïkal en raison de pollution et de la régulation artificielle du niveau de l'eau. Après, en 2017, après cette trentaine d'années, presque quarantaine, une interdiction totale a été mise en place, interdiction de la pêche industrielle. Auparavant, c'était jusqu'à 2021, mais après, c'était prolongé jusqu'en 2026. Mais maintenant, c'est prolongé jusqu'à 2030. Et le braconnage de l'Omoul cause le problème
de la vie, d'existence de la phoque du Baïkal. C'est le seul phoque qui habite l'eau douce. Elle a été toujours un objet de la chasse, chasse intensive. Mais après les années 90, sa population a commencé à diminuer plus rapidement, en grande partie à cause de la diminution de la base alimentaire. C'était le moule. Donc le moule diminue, les phoques diminuent. Et l'écosystème détruit. Voilà. Parallèlement à l'interdiction de la pêche, un contrôle strict du marché a été mis en place. Les amendes pour pêcher illégal ont été significativement augmentées. Et aussi, les pêches alternatives ont été encouragées. Par exemple, pêcher d'espèces qui ne sont pas tellement significatives pour... Pardon ? Pas moins important, toutes les espèces sont importantes, moins qui ne sont pas consommées par de telle échelle par d'autres espèces qui ne détruisent pas la base alimentaire, qui ne détruisent pas l'écosystème. Voilà. Mais chacun de ces problèmes est important en soi. Mais ensemble, ils constituent un défi complexe pour l'ensemble de l'écosystème. La résolution de ces problèmes conditionne non seulement la préservation d'un site naturel unique, mais aussi l'avenir culturel de la région, car pour les habitants d'Irkoutsk et de toute la Sibérie, le lac Baïkal est le symbole de leur terre natale. Préserver le Baïkal, c'est préserver une partie de notre identité, une source d'eau pure, d'eau potable, une biodiversité unique d'importance mondiale.